L'odeur d'huile brûlée imprégnait chaque recoin du garage Saint-Georges, dans le quartier de Vaise à Lyon. Robert Dubois essuyait ses mains calleuses sur un chiffon usé tout en observant la Camaro jaune vif entrer dans le garage. Le vrombissement du moteur V8 résonnait contre les murs tachés de graisse, annonçant le début d'une autre journée difficile. Gustave Beaumont sortit de la voiture avec l'assurance de quelqu'un qui n'a jamais eu à se courber devant personne. Lunettes de soleil de marque, une montre qui valait plus de 3 ans de salaire de Robert, des chaussures italiennes qui reflétaient la faible lumière des néons. Il avait une petite trentaine d'années, les cheveux impeccablement coiffés en arrière, et ce sourire que Robert avait appris à reconnaître, le sourire de celui qui pensait que le monde entier était à vendre. « Bonjour, monsieur Beaumont », salua Robert, ravalant la fierté qui persistait à se manifester même après tant d'années. « Vous l'amenez pour la révision des 15 000 kilomètres ?» Gustave ne le regarda même pas directement. Ses yeux parcouraient le garage avec un dédain évident, comme s'il évaluait combien de temps il supporterait de respirer cet air. Ouais, si on peut appeler ça une révision. La dernière fois, vous avez mis 3 jours pour quelque chose que n'importe quel garage décent ferait en une journée. Monsieur Beaumont, le problème était plus complexe qu'il n'y paraissait. Le joint de culasse, commença à expliquer Robert, mais il fut interrompu. Épargnez-moi les détails techniques, mécano. Je veux juste la voiture prête pour demain. J'ai un événement important ce week-end et je ne peux pas me pointer avec autre chose que cette voiture. Gustave jeta les clés sur l'établi, manquant de peu la main de Robert, et cette fois, essayez de ne pas salir la sellerie en cuir avec vos mains pleines de cambouis. Robert sentit le sang lui monter à la tête, mais il respira profondément. Il ne pouvait pas se permettre de perdre ce client, aussi insupportable soit-il. Monsieur Marc, le propriétaire du garage, avait été clair lors de la dernière réunion. Il devait regarder chaque client qui payait à temps, surtout ceux qui amenèrent des voitures chères. Les temps étaient durs pour tout le monde. « Comptez sur moi, monsieur. Je m'occuperai personnellement du service, » répondit Robert, la voix ferme mais sans inflexion. « Ah, vraiment ?» Gustave le regarda enfin, enlevant ses lunettes de soleil. « Et vous ? Pensez que ça me rassure. Un mécano entre 2 âges qui s'occupe de ma Camaro d'importation. Robert, c'est bien votre nom ? Vous savez combien coûte cette voiture ? » Robert connaissait chaque vis, chaque spécification technique de cette Camaro. Il les connaissait parce qu'il avait piloté des voitures infiniment plus complexes, avait réglé des moteurs développant le double de puissance, avait senti dans sa chair l'adrénaline de dépasser dans le virage parfait à plus de 200 km/h. Mais c'était une autre vie, un passé qu'il avait enterré avec ses rêves. « J'imagine qu'elle a beaucoup de valeur, monsieur, » fut tout ce qu'il dit. « Beaucoup de valeur. » Gustave se mit à rire, un son désagréable qui résonna dans le garage. Cette voiture a coûté 90 000 €. 90 000, c'est probablement plus que ce que vous gagnerez dans toute votre vie, n'est-ce pas? Et vous êtes là, avec ces mains tremblantes de vieillard, à me dire que vous allez vous en occuper? Les mains de Robert ne tremblaient pas de vieillesse. Elles tremblaient parce qu'il n'avait pas dormi correctement depuis des semaines. Elles tremblaient parce que chaque nuit, il la passait à l'hôpital, assis au chevet d'Isabelle, sa fille de 12 ans, regardant son petit corps lutter contre quelque chose d'invisible et d'implacable. Elle tremblait parce que les médecins avaient dit que le traitement conventionnel ne suffisait pas, qu'il existait une nouvelle thérapie avec des médicaments importés qui pourrait augmenter les chances de guérison de 30%, mais qui coûtait 20 000 €, une somme impossible pour un mécanicien de 50 ans. « Je ferai le meilleur travail possible, monsieur Beaumont », répondit Robert en détournant le regard. Jean-Charles, l'un des plus jeunes mécaniciens du garage, assista à toute la scène de loin. Hibou connaissait Robert depuis 5 ans et ne l'avait jamais vu aussi contenu, aussi prêt à avaler des insultes. Il s'approcha après le départ de Gustave, qui appela un chauffeur privé qui attendait à l'extérieur. « Robert, tu n'avais pas à accepter ça, » dit Jean-Charles en posant la main sur l'épaule de son ami. « J'ai besoin de ce travail, j'y sais, tu le sais, mais ce type est un... Je sais ce qu'il est. » Robert prit la fiche d'intervention et commença à prendre des notes. « Mais Isabelle a besoin que je travaille, pas que je sois au chômage à cause de ma fierté. » Jean-Charles hocha la tête, compréhensif. Tout le monde au garage connaissait la situation d'Isabelle. Au cours des 2 derniers mois, depuis son hospitalisation, Robert était devenu l'ombre de lui-même. Il travaillait en pilote automatique
exécutant chaque tâche avec une perfection mécanique mais sans vie dans les yeux. Pendant les pauses, on le voyait vérifier constamment son téléphone, attendant des nouvelles de l'hôpital. « Comment va-t-elle » demanda Jean-Charles. « Stable ?» Robert ne leva pas les yeux de sa planchette. Les médecins disent bien qu'elle répond au traitement, mais c'est lent, très lent. Et ils ont de nouveau mentionné ce nouveau médicament, cette immunothérapie. Ils disent donc que ça pourrait faire une vraie différence. Et la mutuelle ne couvre pas? Robert laissa échapper un rire sans joie. Elle couvre le strict minimum. Le reste est considéré comme expérimental. 20 000 € JC. 20 000. Il me faudrait travailler 3 ans sans dépenser un centime pour réunir ça. Paul, l'autre mécanicien, s'approcha en tenant un café. Il avait entendu la fin de la conversation. « Mec, on pourrait faire une cagnotte, organiser quelque chose. Il y a ces plateformes sur Internet. » Robert secoua la tête. « Je vous remercie, Paul, du fond du cœur. Mais je ne peux pas attendre la charité des autres pendant que ma fille... Pendant que le temps passe. J'ai besoin d'une solution réelle, rapide. » Monsieur Marc sortit de son petit bureau au fond, nettoyant ses lunettes sur sa chemise. Il avait été témoin de l'humiliation de Robert à travers la vitre dépolie. C'était un homme de 60 ans, propriétaire du garage depuis 35 ans, et il ressentait un mélange de honte et d'impuissance. Il savait qu'il devait garder des clients comme Gustave Beaumont pour payer les factures. Mais voir un employé dévoué comme Robert être traité de la sorte lui faisait mal. « Robert, je peux vous parler 1 minute ?» appela Monsieur Marc. Ils entrèrent dans le bureau exigu qui sentait le vieux papier et le café réchauffé. Monsieur Marc ferma la porte et soupira lourdement avant de parler. « Écoutez, j'ai vu ce qui s'est passé dehors. Et je suis désolé, vraiment désolé. Si je pouvais envoyer ce gosse de riche au diable, je le ferais. Mais je sais, Monsieur Marc, pas besoin d'expliquer. » Robert s'assit sur la chaise en plastique. « Je comprends la situation, c'est que son père, Beaumont Senior, possède 3 concessionnaires dans la région. Il nous envoie beaucoup de travail, les voitures de clients riches qui font confiance à son nom. Si je perds le compte du fils, je perds les recommandations du père. Et alors, Monsieur Marc n'eut pas besoin de terminer. Je peux le supporter, Monsieur Marc. J'ai supporté pire dans ma vie. » Le propriétaire du garage regarda Robert avec curiosité. Il y avait quelque chose chez cet homme qu'il n'avait jamais réussi à déchiffrer complètement. Une dignité silencieuse, une posture qui ne correspondait pas à la résignation de quelqu'un qui a toujours été mécanicien de quartier. Parfois, quand Robert travaillait sur un moteur plus complexe, Monsieur Marc voyait dans ses yeux une expertise qui allait au-delà des connaissances techniques courantes. « Robert, vous ne m'avez jamais beaucoup parlé de votre passé. Avant de venir travailler ici, vous faisiez quoi ?» Robert hésita. C'était une question qu'il évitait depuis des années. « Je travaillais aussi sur des voitures, ailleurs dans une autre vie. Je vois. » Monsieur Marc n'insista pas. « Chacun a ses fantômes, n'est-ce pas? Mais je veux que vous sachiez que j'apprécie votre travail ici. Vous êtes le meilleur mécanicien que j'ai, et ce n'est pas de la flatterie. Merci, Monsieur Marc. Et pour Isabelle, Silly, à quoi que ce soit que je puisse faire n'importe quoi. Vous le faites déjà en me gardant à mon poste. » Robert se leva. « Je vais commencer à travailler sur la Camaro maintenant. Elle sera prête demain, comme il le veut. » Quand Robert retourna dans la zone du garage, il vit Jean-Charles et Paul discuter à voix basse. Ils se turent en le remarquant, mais Robert capta la fin de la conversation. Cette course amateur sur le circuit municipal, dimanche prochain, 5 000 € de récompense pour la première place. 5 000 €. Un quart de ce dont il avait besoin, mais ce serait un début. Robert fit semblant de ne pas avoir entendu et se dirigea vers la Camaro jaune, ouvrant le capot avec précaution. Le moteur V8 rutilant le fixait, un cœur de fer et de feu qui pulsait de puissance. Il passa ses doigts sur les pièces chromées, sentant la texture froide du métal. Pendant un instant, il s'autorisa à se souvenir de l'odeur de l'essence de course, du rugissement assourdissant des moteurs au départ, de la sensation de contrôle absolu en entrant dans un virage à la limite de l'adhérence. Se souvenir de l'époque où son nom, Robert Dubois, était prononcé avec respect dans les paddocks, où les sponsors se disputaient une place sur sa combinaison, où chaque victoire était célébrée avec du champagne sur le podium. Mais ce souvenir ramenait aussi l'autre mémoire, le virage 3, ce maudit virage 3.
La voiture devant qui perdait de l'huile, sa roue arrière droite passant sur la nappe glissante, le contact avec la barrière de sécurité, le capot qui se soulève, l'impact, et puis le feu. Le feu qui a consumé la voiture, qui a brûlé sa peau, qui a laissé des cicatrices, non seulement sur son corps, mais aussi dans son âme. 8 mois d'hôpital, des dizaines d'opérations, et le pire de tout, la peur. La peur qui s'était installée si profondément que, même des années plus tard, il ne pouvait plus accélérer une voiture au-delà d'une certaine vitesse sans sentir ses mains devenir moites et son cœur s'emballer. Robert secoua la tête, chassant les souvenirs. C'était le passé. Maintenant, il n'était qu'un mécanicien essayant de sauver sa fille. Il commença à travailler sur la Camaro, chaque mouvement précis et efficace, fruit de décennies d'expérience, tandis qu'il vérifiait les niveaux, changeait l'huile, inspectait les plaquettes de frein. Son esprit revenait à cette conversation qui l'avait surprise. Une course amateur, 5 000 € de récompense. En serait-il encore capable? Non, pensa-t-il immédiatement. Il n'était plus cet homme. Le traumatisme, la peur, lui avaient volé la seule chose qu'il savait vraiment faire. Mais 5 000 €, c'était un début. Et Isabelle avait besoin de ce début. La nuit était tombée sur Lyon lorsque Robert termina enfin le service sur la Camaro. Il était près de 22 heures et le garage était vide à l'exception de lui. Monsieur Marc était parti depuis des heures, tout comme Jean-Charles et Paul. Seul Robert restait, éclairé par la lumière jaunâtre d'une unique ampoule au-dessus de l'établi. Il s'essuya les mains une dernière fois, rangea ses outils avec le soin méticuleux qui le caractérisait et prit son téléphone portable. 4 messages non lus de Carmen, l'infirmière qui s'occupait d'Isabelle pendant le service de nuit. Le cœur de Robert s'emballa, comme à chaque fois qu'il voyait des notifications de l'hôpital. Avec des doigts tremblants, il ouvrit les messages. « Monsieur Dubois, Isabelle va bien. Elle a juste demandé après vous. Elle a bien dîné ce soir, presque toute la purée. Elle dort maintenant. Ne venez pas si vous êtes fatigué, mais si vous venez, elle sera ravie de vous voir à son réveil. » Robert soupira, à la fois soulagé et coupable. Coupable parce qu'il avait manqué une autre soirée aux côtés de sa fille, quelques heures précieuses qui ne reviendraient jamais. Mais il devait travailler, garder son emploi, avoir de l'argent pour au moins payer le traitement de base en attendant de trouver les 20 000 € pour la thérapie spéciale. Il ferma le garage à clé et se dirigea vers sa voiture, une Chevette 1987 vert mousse qui était garée à l'arrière. C'était le seul bien de valeur qu'il possédait, hérité de son père, M. Arnaud, décédé 10 ans plus tôt. La voiture était loin d'être belle, elle avait des bosses, la peinture écaillée par endroits, la sellerie usée. Mais le moteur... Ah, le moteur était une autre histoire. Robert avait passé des années à reconstruire ce moteur de ses propres mains. Chaque pièce avait été choisie, ajustée, calibrée avec une précision chirurgicale. Il connaissait chaque son que ce propulseur produisait, chaque vibration, chaque réponse de l'accélérateur. C'était le seul projet personnel qu'il entretenait, la seule connexion qu'il avait encore, avec qui il était vraiment. Il monta dans la voiture et mit le contact. Le ronronnement grave et régulier emplit le silence de la nuit. Robert ferma les yeux un instant, sentant la vibration dans le volant, écoutant la symphonie mécanique que lui seul semblait comprendre entièrement. Puis il mit la voiture en mouvement et se dirigea vers l'hôpital Sainte-Monique. L'hôpital Sainte-Monique se trouvait à 20 minutes du garage, un bâtiment de 7 étages que Robert avait appris à connaître intimement au cours des 2 derniers mois. Il savait quel ascenseur était le plus rapide, quel couloir était le moins fréquenté, où se trouvait la machine à café qui fonctionnait le mieux. Il connaissait les visages des gardiens de nuit, des infirmières, des médecins de garde. Cet endroit était devenu sa 2e maison, ou peut-être sa première, car c'est là que se trouvait ce qui comptait le plus au monde. Isabelle était au 4e étage, service d'oncologie pédiatrique. Robert monta les escaliers, comme il le faisait toujours, ayant besoin de sentir la fatigue physique pour ne pas trop penser. En arrivant dans le couloir, il vit à travers la porte entr'ouverte que la lumière de la chambre était allumée. Isabelle était réveillée. « Papa !» Sa voix était faible mais enjouée. « Je savais que tu viendrais. » Robert entra et s'assit sur la chaise à côté du lit, prenant la petite main froide de sa fille. « Isabelle, mon amour, Carmen m'a dit que tu as bien dîné ce soir. Je suis très fier de toi. »
Isabelle sourit. Elle était plus maigre, plus pâle. Les cheveux bruns qu'elle aimait tant étaient presque entièrement tombés à cause de la chimiothérapie. Mais ses yeux verts, identiques à ceux de sa mère, brillaient encore de vie et de détermination. Le docteur Henry est passé aujourd'hui. Il a dit que les analyses sont meilleures, raconta Isabelle, excitée. Il a dit que je réponds bien, que très bientôt, je pourrai rentrer à la maison. Robert sourit, mais sentit sa poitrine se serrer. Il avait parlé au docteur Henry le matin même. Oui, Isabelle répondait au traitement, mais pas aussi vite qu'il l'espérait. La leucémie lymphoblastique aiguë était sournoise et chaque jour comptait. L'immunothérapie avec les médicaments importés pourrait accélérer considérablement le processus, pourrait donner à cette fillette de 12 ans une chance réelle de vivre pleinement. Mais cela coûtait l'équivalent d'une petite voiture, une somme absurde et inaccessible. Bientôt tu rentreras à la maison, oui, et nous ferons tout ce que tu voudras. Nous irons au parc, au cinéma, nous mangerons cette pizza que tu adores. Et tu m'emmèneras faire un tour dans la Chevette ? Demanda Isabelle, avec ce regard espiègle que Robert connaissait si bien. Bien sûr que oui, on fera le tour de tout le quartier. Isabelle resta silencieuse un moment, regardant son père, avec une intensité qui le mit mal à l'aise. « Papa, tu es très fatigué. Tu as de grosses cernes. »« Je vais bien, ma chérie. Je travaille juste un peu plus, c'est tout. C'est à cause des médicaments chers, n'est-ce pas ?» dit Isabelle à voix basse. « J'ai entendu l'infirmière parler avec le docteur, à propos de ce traitement qui coûte très cher. » Robert sentit le monde s'écrouler. « Isabelle, tu n'as pas à t'inquiéter pour ça. Mais je m'inquiète, papa. Je ne veux pas que tu souffres à cause de moi. Si on ne peut pas payer, je m'en sortirai quand même. Le docteur a dit que le traitement normal fonctionne aussi. » Les larmes lui brûlèrent les yeux, mais il les retint. Il ne pouvait pas pleurer devant sa fille. Il devait être fort, être son refuge. « Isabelle, je vais trouver cet argent. Tu n'as pas à t'inquiéter, d'accord ? Tu dois juste te concentrer sur ta guérison, sur le fait d'être forte. Je suis forte, papa. » Isabelle serra sa main. « J'ai appris de toi. Tu as toujours été l'homme le plus fort que je connaisse. » Robert faillit perdre contenance. Si seulement elle savait la vérité. Si elle savait que son père était un lâche qui ne pouvait plus accélérer une voiture à cause de la peur. Si elle savait qu'il avait tout abandonné ce qu'il aimait parce qu'il n'avait pas eu le courage d'affronter son traumatisme. Si elle savait qu'il envisageait maintenant de participer à une course amateur simplement parce qu'il était désespéré. « Isabelle, tu te souviens quand je t'ai parlé de mon passé, de ce que je faisais avant d'être mécanicien ?» Isabelle hocha la tête, les yeux brillants. « Tu étais pilote de course, de super tourisme. Tu m'as montré ces vieilles photos, les trophées, les voitures rapides. Tu étais célèbre, papa. » « Pas si célèbre que ça, sourit Robert. Mais j'aimais ça, j'aimais beaucoup ça. C'était tout ce que je savais faire. »« Pourquoi ? As-tu arrêté ? Tu ne me l'as jamais vraiment raconté. » Isabelle remonta sa couverture, ayant froid malgré le chauffage. Robert hésita. Il n'avait jamais parlé à sa fille de l'accident, des brûlures, des mois à l'hôpital, du traumatisme qui l'avait rendue incapable de retourner sur les pistes. Elle était trop petite à l'époque, elle n'avait que 3 ans, et il avait décidé de lui épargner ces détails terribles. « J'ai eu un accident, Isabelle. Un grave accident. J'ai été blessé, j'ai dû rester longtemps à l'hôpital, et quand je suis sorti, j'ai réalisé que je ne pouvais plus. La peur était devenue plus forte que l'envie. Mais ça te manquait ? » Chaque jour. Robert regarda par la fenêtre, voyant son reflet dans la vitre sombre. Chaque 5 jours de ma vie. Mais parfois, on doit renoncer à qui on est pour des choses plus grandes. Quand tu es né, je devais être un père, être responsable. La course, c'est dangereux, c'est incertain. Je suis devenu mécanicien pour pouvoir t'élever correctement. « Et maman ?» demanda Isabelle à voix basse. « Elle est partie à cause de l'accident ?» Robert déglutit. Son ex-femme, Marianne, était sortie de sa vie 15 ans plus tôt, juste après l'accident. Elle n'avait pas supporté de le voir détruit, sans argent, sans perspective. Elle lui avait laissé Isabelle, encore bébé, et avait simplement disparu. Elle avait fondé une nouvelle famille dans une autre région et n'avait plus jamais donné de nouvelles. Ta mère a suivi son propre chemin, Isabelle. Je n'ai pas de rancœur. Chacun fait ses choix. Je pense qu'elle a beaucoup perdu, dit Isabelle,
avec la sagesse surprenante d'une enfant confrontée à sa propre mortalité. Elle a perdu la chance de connaître le meilleur père du monde. Robert ne put retenir ses larmes plus longtemps. Il se leva, embrassa le front de sa fille et la serra doucement dans ses bras, sentant son corps fragile. « Je t'aime plus que tout au monde, Isabelle, et je ferai tout ce qu'il faudra pour que tu ailles mieux. Tout ce qu'il faudra. » Isabelle s'endormit peu après, et Robert resta à la regarder pendant encore 1 heure avant de quitter l'hôpital. Il était presque minuit quand il arriva au petit appartement de 2 pièces où il vivait, dans le quartier de Montchat. L'endroit était simple, modeste, mais c'était le leur. Des photos d'Isabelle couvraient les murs, ses dessins d'enfance, ses bulletins scolaires, souvenirs d'une vie qui semblait s'être arrêtée 2 mois plus tôt. Robert ne parvint pas à dormir. Il resta assis à la table de la cuisine, un vieux cahier devant lui, faisant des comptes. Il additionnait et soustrayait, calculait et recalculait, mais les chiffres ne tombaient jamais justes. Avec son salaire de mécanicien, même en économisant absolument tout, il lui faudrait des années pour réunir 20 000 euros. Et Isabelle n'avait pas des années. Elle avait maintenant les prochains mois, peut-être les prochaines semaines. Il prit son téléphone et fit des recherches sur la course amateur. C'était un événement annuel organisé par la mairie, sur le circuit municipal situé dans la zone nord de la ville. N'importe qui pouvait s'inscrire, à condition d'avoir une voiture un minimum préparée et de payer les frais d'inscription de 100 euros. La première place remportait 5 000 euros, la deuxième 2 500, la troisième 1 250. 5 000 euros. Un quart de ce dont il avait besoin, mais ce serait un début. Et s'il parvenait à trouver d'autres courses, d'autres prix, peut-être qu'en 3 ou 4 mois, il réunirait assez. Bien sûr, cela signifiait retourner au pilotage, réaccélérer, affronter, à nouveau la peur qui le paralysait depuis 15 ans. Robert regarda ses mains. Elles ne tremblaient plus. Elles étaient fermes, calleuses, fortes. C'étaient des mains qui avaient tenu des volants à des vitesses impossibles, qui avaient senti chaque vibration de la piste à travers le cuir du volant, qui avaient exécuté des dépassements que d'autres pilotes considéraient comme suicidaires. Restait-il quelque chose de cet homme en lui? Robert Dubois, le pilote, existait-il encore quelque part enterré sous les couches de peur et de résignation? Il ouvrit un tiroir et en sortit une vieille boîte à chaussures. L'intérieur, il gardait des coupures de journaux, des photos délavées, de petits trophées. C'était son passé, sa gloire oubliée. Il passa les doigts sur une photo de lui sur le podium, la combinaison sale de champagne, souriant avec cette confiance inébranlable qu'il ne se souvenait même plus avoir eue. Le lendemain, c'était vendredi, et Robert arriva au garage déterminé à s'inscrire à la course. Mais avant qu'il ne puisse faire quoi que ce soit, il vit la Camaro jaune garée devant la porte. Gustave Beaumont était arrivé tôt pour récupérer sa voiture. Gustave entra dans le garage avec la même arrogance que la veille. Mais cette fois, il était accompagné. 2 amis tout aussi bien habillés le suivaient, riant de quelque chose qu'il avait dit. Les 3 s'arrêtèrent en voyant la Camaro parfaitement propre et rutilante sous la lumière du matin. « Voyons voir si au moins cette fois vous avez fait le travail correctement », dit Gustave en tournant autour de la voiture comme un juge inspectant un accusé. Robert, Paul et Jean-Charles observaient en silence. Gustave ouvrit le capot, regarda le moteur sans vraiment comprendre ce qu'il voyait, puis le referma avec une force excessive. Il mit le contact, accéléra, plusieurs fois en écoutant le vrombissement du V8, et finalement coupa le moteur. « On dirait que vous n'avez rien cassé au moins. »« Nous avons tout fait comme demandé, monsieur Beaumont, » dit Robert en lui tendant la facture. « Changement d'huile, filtre, vérification du système de freinage, parallélisme et équilibrage. » Gustave prit la note et fit une grimace en voyant le montant. 300 euros. Pour une simple révision? Vous vous moquez de moi. Monsieur Marc sortit de son bureau en ajustant ses lunettes. Monsieur Beaumont, le prix est conforme au barème. Les pièces d'origine pour votre modèle coûtent cher. Vous le savez. Cher, c'est relatif, monsieur Marc. Pour vous, c'est peut-être beaucoup. Pour moi, ça paie à peine le dîner de ce soir. Gustave signa le reçu avec dédain. Mais bon, je considère ça comme de la charité. Après tout, il faut bien que vous surviviez, n'est-ce pas? C'est à ce moment-là qu'un des amis de Gustave remarqua la chevette de Robert garée à l'arrière du garage. La carrosserie vert mousse délavée, les bosses,
l'apparence générale d'un véhicule qui devrait être à la casse. « Gustave, regarde ça !» lança l'ami en riant. « Sérieusement, quelqu'un roule encore dans un truc pareil ?» Gustave se retourna et ses yeux brillèrent de méchanceté en voyant la voiture. « À qui est cette guimbarde? Ne me dites pas que l'un de vous roule là-dedans ?» Robert sentit le sang bouillir, mais avant qu'il ne puisse répondre, Jean-Charles s'avança. « C'est celle de Robert, c'est une Chevette de 87. Un classique. »« Un classique ?» Gustave éclata de rire. « C'est un tas de ferraille sur roue. Comment oses-tu rouler dans un truc pareil, Robert? Tu n'as pas honte ?»« C'est une voiture honnête, » répondit Robert en essayant de garder la voix ferme. « Elle m'emmène là où j'ai besoin d'aller. » Gustave s'approcha de la Chevette, ses amis le suivant comme des hyènes un lion. Ils encerclèrent la voiture, examinant chaque défaut, chaque imperfection, faisant des commentaires désobligeants. Robert serra les poings, mais M. Marc posa une main sur son épaule, lui demandant silencieusement de se contrôler. « Vous savez ce qui est drôle ?» dit Gustave en s'appuyant délibérément sur le capot de la Chevette. « C'est que je dépense plus pour laver ma Camaro que ce que vaut ce truc en entier. Combien penses-tu en tirer en la vendant? 2000, 3000 euros ?» « Elle n'est pas à vendre, » dit sèchement Robert. « Bien sûr qu'elle ne l'est pas. Qui l'achèterait ?» Gustave ouvrit le capot de la Chevette sans demander la permission. Les trois regardèrent le moteur et, soudain, l'ambiance changea. « Attends une minute, » dit un des amis de Gustave qui semblait s'y connaître un peu en voiture. « Ce moteur est préparé. Regarde-moi ces pièces. Ce n'est pas d'origine, ça. » Gustave se pencha pour mieux voir. Ses yeux parcoururent le moteur méticuleusement reconstruit, les pièces chromées, le collecteur d'admission modifié, l'arbre à cam sport. Effectivement, ce n'était pas un moteur de Chevette. Ordinaire. « Robert, tu as touché à ce moteur ?» demanda Gustave d'un ton différent, presque respectueux. « Oui, » répondit Robert, « je l'ai reconstruit de A à Z. Chaque pièce a été choisie et ajustée par mes soins. Et il fonctionne? Il a de la vraie puissance ou c'est juste pour faire joli? Il fonctionne. Et il a assez de puissance. » Gustave referma le capot et fixa Robert un long moment. Il y avait quelque chose dans les yeux du mécanicien, une confiance qu'il n'avait pas remarquée auparavant. « Vous savez, Robert, vous me surprenez. Un mécano entre deux âges avec une petite voiture de kéké préparée. Dites-moi, vous faites la course avec ça? »« Je faisais, » répondit Robert avant de réfléchir. « Faisais? Comment ça, faisais? Il y a longtemps. Une autre vie. » Paul, qui écoutait tout, ne put se retenir. Il était pilote de super-tourisme, professionnel, pendant 12 ans. Le silence qui suivit fut lourd. Gustave regarda Robert avec incrédulité, puis éclata de rire. « Vous, pilote de super-tourisme? Ne me faites pas rire. »« C'est vrai, » confirma M. Marc, à la surprise de tous. « Je ne le savais pas au début, mais je l'ai découvert il y a quelques années. Robert a été champion plusieurs saisons. Il avait des sponsors, une équipe, tout. C'était l'un des bons. » Gustave cessa de rire, mais le sourire moqueur demeura. « Alors, laissez-moi voir si j'ai bien compris. Vous étiez pilote professionnel et maintenant vous êtes mécanicien de quartier. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez tout bu, parié et perdu. »« J'ai eu un accident, » dit Robert, la voix tendue. « Un grave accident. Je suis resté longtemps à l'écart. Quand je suis revenu, je ne pouvais plus. »« C'est aussi simple que ça, un traumatisme ?» demanda l'un des amis de Gustave, avec une fausse compassion. « Quelle tristesse! Un pilote qui a peur de conduire. » Robert ne répondit pas. Ses mains tremblaient maintenant, non de peur, mais de rage contenue. Jean-Charles et Paul échangèrent des regards inquiets. Gustave fit à nouveau le tour de la Chevette, pensif. Donc un ancien pilote professionnel avec une Chevette préparée. Intéressant. « Dites-moi, Robert, si vous n'avez plus peur, vous le prouveriez ?»« Je n'ai rien à vous prouver, monsieur, » répondit Robert. « Ah, mais je crois que si. » Gustave sortit son portefeuille. « Je vais au circuit municipal demain, pour des essais libres. Pourquoi ne viendriez-vous? Pas avec votre petite voiture. On verra si ce moteur préparé sert à autre chose qu'à décorer le garage. »« Ça ne m'intéresse pas, » dit Robert en se retournant pour reprendre son travail. C'est alors que Paul, voulant aider, lâcha l'information fatale. « Robert va courir dimanche prochain à la course amateur, il va essayer de gagner le prix. » Robert ferma les yeux, sachant qu'il venait de perdre toute chance de garder sa vie privée loin de cet homme terrible. Gustave s'arrêta, traitant l'information. «
Une course amateur, celle du circuit, avec un prix de 5 000 € pour le premier? Oui, confirma Jean-Charles, réalisant trop tard l'erreur de Paul. Et vous avez besoin de cet argent, n'est-ce pas, Robert? Gustave s'approcha comme un prédateur qui vient de flairer le sang. Vous en avez désespérément besoin, à cause de votre fille malade, j'imagine. Votre secrétaire a mentionné quelque chose à ce sujet en prenant le rendez-vous. Robert se retourna lentement, les yeux brûlants de fureur. Ne mêlez pas ma fille à ça. Calma, calma. Gustave leva les mains en fausse reddition. Je ne suis pas insensible. En fait, j'ai une proposition. Une proposition très généreuse. Je ne veux rien de vous, même pas écouter, parce que ça implique bien plus que 5 000 €. Gustave afficha ce sourire cruel. Je vais aussi participer à cette course amateur. J'ai inscrit ma Camaro hier. Ça va être amusant, je me suis dit. Et maintenant, ça devient encore plus intéressant. Monsieur Marc fronça les sourcils. Monsieur Beaumont, où voulez-vous en venir? Je veux faire un pari. Gustave désigna la Chevette puis la Camaro. Si Robert réussit à me battre dans cette course avec sa boîte de conserve, je lui paie 50 000 €. 50 000, plus que suffisant, pour le traitement de sa fille, et il lui restera de la monnaie. Le silence dans le garage était assourdissant. 50 000 €, c'était plus que ce que Robert gagnerait en plusieurs années de travail. C'était assez pour sauver Isabelle, pour lui donner la meilleure chance possible. Et si je perds, s'entendit demander Robert, bien qu'il sût que c'était de la folie ne serait-ce que d'y penser. Si vous perdez, vous ne devez rien. Après tout, il est évident que vous allez perdre. C'est juste pour rendre les choses intéressantes. Gustave tendit la main. Alors, vous acceptez? Ou le grand pilote n'a plus de courage? Robert regarda la main tendue, puis M. Marc, Jean-Charles et Paul. Tous semblaient choqués, mais ils voyaient de l'espoir dans leurs yeux. L'espoir que peut-être, juste peut-être, c'était possible. « Il y a des témoins ?» demanda Robert. Monsieur Marc, Jean-Charles et Paul ont tout vu et entendu. Gustave désigna les trois. « Vous êtes témoins que j'ai promis de payer 50 000 s'ils gagnent, n'est-ce pas ?» Les trois hochèrent la tête, encore en train de digérer la situation surréaliste. « Alors, nous avons un accord, » dit Gustave, la main toujours tendue. Robert respira, profondément. Il pensa à Isabelle, à l'hôpital, luttant pour sa vie. Il pensa aux 20 000 € dont elle avait besoin, au temps qui s'épuisait. Il pensa à la peur qui l'avait paralysé pendant 15 ans, au traumatisme qui l'avait transformé de pilote champion en mécanicien résigné. Et il serra la main de Gustave Beaumont, scellant ainsi le pari le plus important de sa vie. Dès que Gustave quitta le garage avec ses amis, Robert sentit le poids de ce qu'il venait de faire. Monsieur Marc l'entraîna dans son bureau, fermant la porte derrière eux, tandis que Jean-Charles et Paul restaient à l'extérieur encore sous le choc. « Robert, vous êtes sûr de vous ?» Monsieur Marc enleva ses lunettes et les essuya nerveusement. « Cet homme a une Camaro V8 préparée. Vous avez une Chevette de près de 40 ans. »« Je sais ce que j'ai, » répondit Robert, mais sa voix trahissait son incertitude. « Et je sais ce qui est en jeu. » Isabelle. Monsieur Marc soupira. « Mais si vous n'y arrivez pas, si la voiture ne tient pas, et si je n'en suis tout simplement plus capable ?» compléta Robert, verbalisant la peur qu'aucun d'eux ne voulait exprimer. « C'est possible, monsieur Marc. Il est bien possible que je monte dans cette voiture et que je découvre que je ne suis plus celui que j'étais. Mais vous allez essayer quand même. Je n'ai pas le choix. 50 000 €, monsieur Marc. C'est plus que ce que je pourrais réunir en des années. C'est la différence entre donner à ma fille une chance de se battre ou simplement attendre et espérer. Et je ne suis pas du genre à attendre. » Monsieur Marc posa la main sur l'épaule de Robert. « Alors vous aurez toute l'aide possible. JC et Paul vont vous aider à préparer la voiture. Vous pouvez utiliser le garage en dehors des heures de travail, les outils, tout ce qu'il faudra. Je paierai les matériaux manquants. » Robert sentit une boule dans sa gorge. « Monsieur Marc, je ne peux pas accepter ça. C'est déjà beaucoup. Accepter, un point, c'est tout. » Monsieur Marc remit ses lunettes. « Vous avez déjà beaucoup fait pour ce garage, Robert. Et plus important encore, vous méritez cette chance. Maintenant, allez travailler. Nous avons encore du pain sur la planche. Mais à partir de vendredi soir, cet endroit est à vous. » Les 3 jours suivants furent une course contre la montre. Pendant la journée, Robert travaillait normalement au garage,
effectuant des entretiens, servant les clients, gardant les apparences. Mais dès que la journée de travail se terminait, il se transformait. La chevette était rentrée dans le garage et le vrai travail commençait. Le vendredi soir, avec Jean-Charles et Paul à ses côtés, Robert commença à démonter le moteur. Même s'il était déjà préparé, il devait vérifier chaque composant, s'assurer que tout était parfait. Il ne pouvait y avoir aucune marge d'erreur. Un piston fissuré, un joint mal scellé, un roulement usé, le moindre petit problème pouvait faire la différence entre la victoire et l'échec. « Mec, ce moteur est impeccable », commenta Jean-Charles en examinant les pistons forgés. « Tu sais vraiment ce que tu fais. J'ai passé 12 ans à piloter. On apprend à connaître chaque vis, chaque pièce. Un pilote qui ne comprend pas sa voiture est un pilote qui ne gagne pas. » Robert vérifia le jeu des soupapes avec une précision chirurgicale. Paul travaillait sur la suspension, ajustant la hauteur, changeant les ressorts et les amortisseurs pour des spécifications plus rigides. Et la différence de poids? La Camaro doit peser le double de cette chevette. C'est vrai, acquiesça Robert. Mais elle a aussi le double de puissance, peut-être plus. Mon seul avantage sera dans les virages. Je devrais gagner en agilité, en pilotage, car dans les lignes droites, il va me dévorer. Jean-Charles arrêta de travailler et regarda Robert. « Je peux te poser une question personnelle ?» Robert hocha la tête, sans quitter son travail des yeux. « L'accident que tu as eu, c'était très grave? Genre, tu as eu peur de piloter après ?» Robert s'arrêta, la clé dynamométrique immobile dans sa main. « Je suis resté 8 mois à l'hôpital, JC. Brûlures au 2e. Et 3e degré sur 40% du corps. 15 opérations. Des mois de kiné juste pour pouvoir remarcher normalement. Et oui, j'ai eu peur. Une peur qui ne passe pas, qui est toujours là, à l'affût. Et maintenant, tu penses que tu peux le faire? Je dois le faire. » Robert se remit au travail. Ce n'est pas une question de pensée. C'est une question de nécessité. Ils travaillèrent jusqu'à 3 heures du matin ce vendredi. Quand ils s'arrêtèrent enfin, le moteur était entièrement révisé. La suspension ajustée, les freins équipés de plaquettes neuves, le système de refroidissement renforcé. La chevette n'était pas belle, mais elle était mécaniquement parfaite. Le samedi, Robert se rendit à l'hôpital le matin. Isabelle allait mieux, elle avait plus de couleur, plus d'énergie. Les médecins avaient ajusté sa médication et elle répondait bien. « Papa, tu as l'air fatigué, dit-elle dès qu'il entra dans la chambre. J'ai travaillé tard hier. » Robert s'assit à côté du lit. « Mais tout va bien. Comment te sens-tu? » « Mieux. Le docteur Anna a dit que si je continue comme ça, je pourrais sortir dans 2 semaines. Bien sûr, je devrais revenir pour d'autres chimios, mais je pourrais dormir à la maison. » Isabelle sourit et Robert sentit son cœur se serrer. « C'est une excellente nouvelle, ma chérie. Vraiment excellente. Et toi, papa ?» Isabelle prit sa main. « Des nouvelles? Tu as l'air différent. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais il y a quelque chose de différent en toi. » Robert hésita. Devait-il lui parler de la course, du pari? Une partie de lui voulait épargner sa fille de la pression, mais une autre partie savait qu'Isabelle méritait de connaître la vérité. « Isabelle, je vais participer à une course demain. » Les yeux d'Isabelle s'écarquillèrent. « Une course? Pour de vrai? Avec la chevette? » « Avec la chevette, confirma Robert. C'est une course amateur sur le circuit municipal. Et il y a un prix en argent. Un bon prix, qui peut nous aider. » Isabelle resta silencieuse un moment, digérant l'information. « Et tu as peur? » « Je suis terrifié, admit Robert, se surprenant lui-même par son honnêteté. Ça fait 15 ans depuis la dernière fois que j'ai vraiment accéléré. Depuis l'accident. Je ne sais pas si j'en suis encore capable, Isabelle. Je ne sais pas si je suis encore cet homme. » Isabelle serra la main de son père avec une force surprenante. « Papa, tu veux savoir ce que je pense? Je pense que tu n'as jamais cessé d'être cet homme. Tu attendais juste une raison assez bonne pour revenir. Et maintenant, tu l'as. Tu n'as pas peur pour moi? Que je me blesse? » « Si, dit-elle simplement. Mais j'ai aussi peur tous les jours ici, dans cet hôpital. Peur de la maladie, peur des traitements, peur de ne pas guérir. Mais si je laissais la peur gagner, j'aurais déjà abandonné. Et je n'abandonnerai pas, papa. Alors toi non plus, tu ne peux pas. » Robert serra sa fille dans ses bras, sentant les larmes couler sur son visage. Quand cette fillette de 12 ans était-elle devenue si sage? Quand avait-elle autant grandi? « Je vais gagner cette course, Isabelle. Je vais la gagner pour toi. » « Non, papa. »
Isabelle se dégagea de l'étreinte et le regarda dans les yeux. « Gagne-la pour toi. Parce que tu le mérites. Parce que tu es un vrai pilote et que ça fait partie de qui tu es. Si tu gagnes le prix, tant mieux. Mais même si tu ne gagnes pas, tu auras déjà gagné simplement en ayant le courage d'essayer. » Robert passa le reste de la journée à l'hôpital, parlant avec Isabelle, lui lisant des histoires, la regardant dormir paisiblement. Quand la nuit tomba, il retourna au garage. Jean-Charles et Paul étaient déjà là, apportant les dernières retouches à la chevette. « Il ne manque plus que le test, » dit Paul. « Il faut l'emmener faire un tour, voir si tout fonctionne. »« Allons sur l'autoroute, » suggéra Jean-Charles, « ce tronçon de l'A6 qui est droit et désert la nuit. » Robert hocha la tête. Les trois montèrent dans la chevette avec Robert au volant. Le moteur s'alluma avec un rugissement grave et puissant, très différent du doux ronronnement d'une chevette ordinaire. Robert sentit la vibration dans le volant, le pouls du moteur à travers toute la voiture. Ils roulèrent jusqu'à l'autoroute, trouvant un tronçon vide et éclairé. Robert s'arrêta sur la bande d'arrêt d'urgence, les mains sur le volant, respirant profondément. « Il suffit d'accélérer, » se dit-il. « Juste accélérer et voir si j'en suis capable. »« Vas-y », l'encouragea Jean-Charles depuis la banquette arrière, sans pression, juste un test. Robert appuya doucement sur l'accélérateur, sentant la voiture répondre. 40, 50, 60 km par heure. Tout allait bien jusqu'ici. 70, 80. Le cœur commença à s'accélérer avec la voiture. 90, 100. Les mains commencèrent à devenir moites. Et puis, à 110 km par heure, cela se produisit. Le souvenir de l'accident explosa dans son esprit comme un éclair. Les flammes, la douleur, la peur absolue. Robert retira brusquement son pied de l'accélérateur, manquant de freiner. « Calme-toi, Robert, » dit Paul, la voix ferme mais douce. « Respire. Tu vas bien. Nous allons tous bien. » Robert gara la voiture sur le bas-côté, les mains tremblantes sur le volant. « Je ne peux pas. Je ne peux pas dépasser ça. Chaque fois que j'accélère, je vois le feu. Je sens la chaleur. » Jean-Charles posa la main sur son épaule. « Mec, tu es traumatisé, c'est normal. Mais demain, quand tu seras sur la piste, ce sera différent. Il y aura l'adrénaline, la concentration. Le pilote en toi prendra le dessus. Et s'il ne prend pas le dessus, si je me bloque en pleine course, alors tu ralentis et tu rentres au stand, dit Paul. Mais au moins, tu auras essayé. Et je crois que le moment venu, quand tu entendras le moteur des autres voitures, quand tu sentiras la compétition, quelque chose se réveillera en toi. Quelque chose qui dort depuis 15 ans. Robert respira profondément, essuya la sueur de son visage et retourna en ville en conduisant lentement. Chez lui, il ne put dormir. Il fixa le plafond, pensant à la course, à Isabelle, à Gustave et son sourire moqueur, à la chevette qui l'attendait. À 5 heures du matin, le dimanche, il renonça à essayer de dormir. Il prit une douche, enfila des vêtements confortables et sortit la vieille combinaison de course qu'il gardait au fond de son armoire. Elle était jaunie par le temps, avec le logo délavé de ses anciens sponsors, mais elle lui allait encore. Quand il arriva au garage à 7 heures, Jean-Charles et Paul étaient déjà là, ayant passé la nuit à travailler sur les derniers détails. La chevette était prête, rutilante sous les lumières du garage, le moteur murmurant des promesses de puissance. « C'est l'heure, » dit Jean-Charles en lançant les clés à Robert. « Allons montrer à ce frimeur ce qu'une chevette bien préparée et un vrai pilote peuvent faire. » Le circuit municipal de Lyon-Bron grouillait d'activité lorsque Robert arriva à 8h30. Des voitures de toutes sortes remplissaient le paddock, des préparations sérieuses aux projets clairement amateurs. Il y avait une quinzaine d'inscrits, chacun avec son histoire, chacun visant les 5 000 € de récompense, ou simplement la gloire de gagner. La chevette de Robert attira immédiatement l'attention. Pas pour sa beauté, certainement, mais pour l'audace de quelqu'un d'amener une voiture si ancienne et apparemment simple pour concourir. Certains rirent, d'autres commentèrent entre eux, mais les plus expérimentés remarquèrent quelque chose dans les yeux de Robert, une détermination qui dépassait la compétition ordinaire. Jean-Charles et Paul aidèrent à décharger l'équipement de la remorque improvisée. Outils, pneus de rechange, fluides supplémentaires, tout ce dont ils pourraient avoir besoin. Monsieur Marc était également venu apportant du café et des croissants dans un panier thermique. « Vous êtes prêts ?» demanda Monsieur Marc en offrant un café à Robert.
Robert tenait le gobelet en carton avec des mains qui commençaient déjà à trembler. « Je ne sais pas, monsieur Marc. Sincèrement, je ne sais pas. » C'est alors que le rugissement incomparable d'un V8 annonça l'arrivée de Gustave Beaumont. La Camaro jaune entra dans le paddock comme un prédateur arrivant sur son territoire de chasse. Gustave sortit de la voiture vêtu d'une combinaison neuve et chère, clairement achetée pour l'occasion. 2 mécaniciens professionnels l'accompagnaient, transportant du matériel qui coûtait plus cher que la chevette entière. « Robert !» cria Gustave de loin en faisant de grands signes. « Vous êtes vraiment venu. Je pensais que vous aviez reconsidéré et que vous étiez resté à la maison. Mais non, vous voilà, avec votre vieille boîte de conserve. Ça va être plus amusant que je ne l'imaginais. » Robert ne répondit pas. Il était concentré sur la vérification de la voiture, contrôlant la pression des pneus, les niveaux de fluide, chaque petit détail qui pourrait faire la différence. Jean-Charles et Paul formaient une barrière humaine entre lui et Gustave, empêchant le millionnaire de s'approcher trop près. Les qualifications commencèrent à 9h30. Chaque pilote aurait 3 tours pour enregistrer son meilleur temps, et les positions de départ seraient définies en fonction de ces temps. Robert attendit presque jusqu'à la fin, observant les autres concurrents, analysant leur trajectoire, étudiant la piste qu'il n'avait pas vue depuis si longtemps. La Camaro de Gustave fut la 3e à partir. Le vrombissement du V8 résonna dans tout le circuit lorsqu'il accéléra dans la ligne droite principale. Robert vit sur les écrans de chronométrage que Gustave était rapide, très rapide. Il n'avait pas de technique raffinée, pilotant avec force brute et puissance excessive, mais la voiture était si supérieure qu'elle compensait le manque de talent. Il signa le 3e meilleur temps des qualifications. Enfin, ce fut le tour de Robert. Il enfila son vieux casque, ajusta le harnais à 4 points qu'ils avaient installé dans la chevette et mit le moteur en marche. Le son était différent de celui de la Camaro, plus aigu, plus pressant, comme un animal plus petit, mais tout aussi dangereux. « Robert Dubois dans la voiture numéro 17 », m'annonça le commentateur. « Et les amis, je viens de recevoir une information intéressante. » Ce nom m'était familier et j'ai découvert pourquoi. Robert Dubois a été pilote professionnel de supertourisme entre 2000 et 2012. Champion à 3 reprises. Que peut-il bien faire ici dans une course amateur? Le commentaire du speaker provoqua un murmure dans le public. Gustave, qui buvait de l'eau dans le paddock, recracha tout en entendant cela. Champion de supertourisme, ce misérable mécanicien avait été champion. Robert entra en piste et pendant quelques secondes resta immobile dans la voie des stands, le moteur vrombissant, les mains serrant le volant. La peur était là, palpable, réelle. Il pouvait sentir la sueur couler dans son dos, son cœur battre la chamade. « Allez, papa », murmura-t-il pour lui-même, se souvenant des mots d'Isabelle. « Pour toi, Isabelle, pour toi. » Il accéléra. La chevette répondit instantanément, le moteur hurlant, les pneus cherchant l'adhérence sur l'asphalte chauffé. Premier virage, il freina trop tôt, perdant du temps. Deuxième virage, il entra trop lentement. Il pilotait avec la peur, à la limite du contrôle, mais loin de la limite de la voiture. Et puis, dans la ligne droite des stands, quelque chose se produisit. La mémoire musculaire, endormie depuis 15 ans, commença à se réveiller. Ses mains trouvèrent le point parfait sur le volant. Ses pieds dansèrent entre l'accélérateur, le frein et l'embrayage avec une précision oubliée. Au 3e virage, il entra plus vite, sentant les limites de l'adhérence. Le virage 3. Ce maudit virage 3 où tout s'était terminé. Robert le vit approcher, sentit la panique tenter de le submerger. Mais cette fois, il respira profondément et appuya à fond. La chevette traversa le virage parfaitement, l'arrière se dérobant légèrement mais Robert corrigeant avec un contre-braquage millimétrique. Quelque chose se brisa en lui à ce moment-là, pas la peur mais les chaînes qui le retenaient. Il boucla le tour avec un temps moyen, 10e place, mais au 2e tour ce fut différent. Robert Dubois, le pilote, s'était réveillé. Il attaqua chaque virage avec une précision chirurgicale, freinant au dernier moment possible, accélérant en sortie avec une agressivité contrôlée. La chevette dansait sous ses ordres, légère et réactive. En ligne droite, malgré le manque de puissance brute, il maintenait une vitesse de pointe compétitive grâce à un pilotage aérodynamique parfait. Quand il franchit la ligne après le 3e tour, le temps enregistré le plaça en 10e position. Ce n'était pas idéal, mais
Compte tenu de la voiture et de ses 15 ans d'absence, c'était impressionnant. La course commencerait à midi avec 20 tours prévus. Les 15 concurrents s'alignèrent sur la grille, la Camaro de Gustave en 3e position, la Chevette de Robert en 10e. Entre eux se trouvait une Golf préparée, une Civic Type R, une vieille Mustang et un mélange éclectique de machines allant du compétent au ridicule. Dans la voiture à côté de Robert, un jeune homme nommé Bruno sourit et cria par la fenêtre « J'ai appris en regardant vos courses à la télé quand j'étais gamin. C'est un honneur d'être en piste avec vous. » Robert fit un signe de la main, ressentant quelque chose d'étrange et d'agréable dans sa poitrine. De la fierté, peut-être, ou un but, ou la simple sensation d'être là où il devait être. Le feu s'alluma, rouge, le silence avant la tempête, chaque moteur rugissant d'anticipation, chaque pilote tendu, préparé. Robert tenait le volant, le cœur curieusement calme maintenant. La peur était partie. À la place, une concentration absolue. Vert. Le départ fut chaotique, comme toujours. La Camaro de Gustave profita de sa puissance brutale pour gagner 3 positions dès le premier virage prenant la tête. Robert se maintint en 10e position, évitant les contacts et les petits accidents qui se produisent inévitablement au premier tour. Mais à partir du 2e tour, Robert commença sa remontée. Il dépassa le 9e dans le virage 2, une Gol préparée qui n'avait tout simplement pas le rythme. Au tour suivant, il passa une Civic au freinage du virage 5, surprenant le pilote par son agressivité. 8e place. Gustave, loin devant, avait 5 secondes d'avance sur le 2e. Il pilotait de manière erratique, mais la voiture était si supérieure qu'elle compensait ses erreurs. Dans son rétroviseur, il vit la Chevette vert mousse progresser dans le peloton aéri. Peu importaient les efforts du vieux mécanicien, il n'atteindrait jamais la Camaro. Au 5e tour, Robert était 6e. Il avait dépassé 2 voitures dans le même tour, une par l'extérieur dans le virage 3, en utilisant une trajectoire que personne d'autre n'osait tenter, l'autre par l'intérieur, au freinage du virage 7. Le public commença à prêter attention à cette vieille Chevette qui pilotait comme si elle pesait la moitié de son poids. Au 7e tour, 5e place, au 9e, 4e, après un dépassement spectaculaire sur la Mustang, dans la ligne droite des stands, Robert profitant de l'aspiration pour compenser la différence de puissance. Gustave reçut l'information par radio que la Chevette était 4e et revenait vite. Il accéléra encore plus, forçant la Camaro au-delà du nécessaire, brisant toutes les règles de préservation du matériel. Peu importait si la voiture allait tenir, il devait gagner, il devait humilier ce mécanicien arrogant qui avait osé le défier. Ce fut au 10e tour que le désastre frappa Robert. De la fumée blanche commença à s'échapper du capot de la Chevette. La température du moteur grimpa en flèche, l'aiguille entrant dans la zone rouge. Perte de puissance, perte dramatique. Le moteur surchauffait, probablement une défaillance du système de refroidissement provoqué par le stress de la course. Robert chuta de la 4e à la 6e place, puis à la 8e, puis à la 10e. Des pilotes qu'il avait dépassés avec facilité le repassaient maintenant. Gustave, informé de la situation, ralentit délibérément, en dépassant Robert comme un attardé, klaxonnant et faisant des gestes par la fenêtre. Jean-Charles cria à la radio, désespéré. « Robert, il faut que tu arrêtes. Tu vas casser le moteur. »« Encore 5 tours, » répondit Robert, la voix trop calme. « Juste 5 tours de plus. » Qu'est-ce que c'est de perdre un moteur comparé à perdre une fille? Robert ignora les protestations à la radio et appuya à fond sur l'accélérateur malgré la fumée, malgré l'aiguille dans le rouge, malgré tout. Quelque chose avait changé en lui à ce moment-là. Il ne s'agissait plus du pari ni de l'argent. Il s'agissait de se prouver à lui-même qu'il était toujours Robert Dubois, le pilote, le champion, l'homme qui n'abandonne jamais. Le 11e tour fut une agonie. Le moteur toussait, perdait de la puissance en ligne droite, mais dans les virages, Robert compensait par un pilotage pur. Il regagna une position, puis une autre. Son instinct, endormi depuis 15 ans, était maintenant complètement réveillé, guidant chaque mouvement, chaque freinage, chaque sortie de virage. Au 12e tour, l'impossible se produisit. Un contact entre le 2e et le 3e dans le virage 4 fit partir les 2 voitures en tête à queue et sortir de la piste. Personne ne fut blessé, mais les 2 étaient hors course. Robert, qui se battait désespérément pour la 8e place,
se retrouva soudain 6e. Gustave vit dans son rétroviseur que la chevette était toujours en lice, qu'elle revenait encore, têtue comme une mauvaise herbe qui refuse de mourir. Il appuya encore plus fort sur l'accélérateur de la Camaro, entendant le moteur V8 rugir en réponse. Il avait maintenant près de 10 secondes d'avance sur le deuxième, une Golf GTI rouge pilotée par un concurrent compétent. Au 13e tour, Robert était 5e. Au 14e, 4e. Le moteur de la chevette était en train de mourir, la pression d'huile chutant dangereusement, mais il répondait encore quand il le sollicitait. C'était comme si la voiture comprenait ce qui était en jeu, comme si elle aussi se battait pour Isabelle. 15e tour. Robert dépassa le 3e à l'entrée des stands, une manœuvre risquée qui fit crier le public. 3e place maintenant, mais loin derrière le 2e, la Golf GTI, et Gustave loin devant, intouchable, s'assurant pratiquement la victoire. Ce fut au 16e tour que tout changea. Gustave, si obsédé par le fait de garder ses distances, si désespéré de garantir l'humiliation de Robert, commit l'erreur fatale. Il entra trop vite dans le virage 7, freina en plein virage, perdit l'arrière. La Camaro partit dans une belle toupie, faisant un tour complet avant de sortir de la piste et de s'arrêter dans la zone de dégagement. Le moteur, poussé au-delà de ses limites pendant 16 tours d'abus total, choisit ce moment pour abandonner. De la vapeur et de la fumée noire s'échappèrent du capot de la Camaro. Gustave tenta de redémarrer, 1 fois, 2 fois, 3 fois. Rien. La voiture était morte, vaincue par l'arrogance de son pilote. Robert passa devant la Camaro immobile au 17e tour. Il ne klaxonna pas, ne fit aucun geste. Il passa simplement, concentré sur la piste devant lui. Il était maintenant 2e avec la Golf GTI du leader à seulement 3 secondes devant. Jean-Charles cria à la radio incrédule. « Tu es 2e, à seulement 3 secondes du premier. 3 secondes, combien de tours ?» demanda Robert, sa voix effroyablement calme. « 3 tours, tu as 3 tours !» Le moteur de la chevette était à l'agonie. L'aiguille de température était au-delà de la zone rouge, dans un territoire qui ne devrait tout simplement pas exister. La pression d'huile était à 0. Une fumée blanche constante s'échappait du capot. Mais le moteur continuait de tourner, têtu, refusant de s'arrêter. Robert commença la chasse. Au 18e tour, il réduisit l'écart à 2 secondes. Le pilote de la Golf regarda dans son rétroviseur et vit la chevette s'approcher comme une apparition fantomatique au milieu de la fumée. Il accéléra, défendit ses positions dans les virages, pilotant défensivement. Mais Robert Dubois n'avait pas été champion 3 fois par hasard. Il connaissait chaque astuce, chaque stratégie. Au 19e tour, dans le virage 3, ce maudit virage où tout s'était terminé 15 ans plus tôt, il fit le dépassement. Il freina incroyablement tard, plongea la voiture à l'intérieur dans un espace qui existait à peine, sentit le léger contact entre les flancs, mais il passa. Première place. Le public explosa. Le commentateur criait incrédule. Jean-Charles et Paul sautaient en s'enlaçant dans le paddock. Monsieur Marc essuyait des larmes de ses yeux, mais le dernier tour restait à venir, et le moteur de la chevette était en train de mourir. Robert sentit la puissance chuter à chaque seconde. La voiture qui répondait promptement hésitait maintenant, s'étouffait, implorait pitié. Dans la ligne droite des stands, la Golf GTI commença à se rapprocher à nouveau, son moteur ceint contre le propulseur agonisant de la chevette. « Allez, ma vieille », murmura Robert à la voiture en caressant le volant. « Juste un tour de plus, juste celui-là. Virage 1, 2, 3. » La Golf était maintenant collée à son pare-choc arrière. Virage 4, 5. Côte à côte dans la ligne droite secondaire. Virage 6, 7, 8. La Golf devant d'une demi-voiture. Ligne droite finale. Les deux voitures à fond, moteur contre moteur, volonté contre volonté. La chevette de Robert fumait comme une vieille locomotive. La Golf pilotait avec une perfection technique. Mètre après mètre, centimètre après centimètre, ils avançaient vers la ligne d'arrivée. Le public était debout. Le silence avant le résultat final était assourdissant. Photo finish. Les deux voitures franchirent la ligne presque en même temps. Impossible de dire à l'œil nu qui avait gagné. Robert retira son pied de l'accélérateur et le moteur de la chevette cala instantanément, comme un coureur qui s'effondre après avoir franchi la ligne d'arrivée du marathon.
La voiture glissa sur son élan jusqu'à s'arrêter dans la zone de décélération. Robert enleva son casque avec des mains tremblantes, non de peur cette fois, mais d'adrénaline pure. Il regarda le ciel, le soleil éclatant de midi sur Lyon, et s'autorisa à respirer. Le haut-parleur crépita. « Mesdames et messieurs, nous avons le résultat de la photo finish. La différence n'est que de 47 millièmes, 2 secondes, et le vainqueur est la voiture numéro 17, Robert Dubois, dans la chevette. » Le chaos. Un chaos absolu et complet. Jean-Charles et Paul coururent sur la piste avant même que les officiels ne l'autorisent. Monsieur Marc les suivit, plus lentement mais tout aussi ému. Quand ils arrivèrent à la chevette, ils trouvèrent Robert encore assis, les mains sur le volant, des larmes coulant sur son visage. « Tu l'as fait, mec, tu l'as fait !» Jean-Charles tira Robert hors de la voiture et le serra dans ses bras. « Le moteur, » murmura Robert. « J'ai cassé le moteur. »« La chevette de mon père. »« On s'en fout du moteur !» cria Paul, riant et pleurant en même temps. « On en remontera un autre. Tu viens de faire l'impossible. » La cérémonie du podium fut surréaliste. Robert monta sur la plus haute marche, tenant le trophée de la première place et un chèque symbolique de 5 000 €. Le deuxième et le troisième le félicitèrent avec un respect sincère. Le public applaudit, beaucoup ayant assisté à ses courses professionnelles des années auparavant, ému de le voir gagner à nouveau. Mais la véritable épreuve était encore à venir. Gustave Beaumont attendait dans le paddock, à côté de sa Camaro en panne, le visage un masque d'humiliation et de colère. Ses amis avaient disparu. Les mécaniciens professionnels étaient occupés à essayer de sauver quelque chose du moteur détruit. Il était seul pour la première fois depuis longtemps. Robert s'approcha, portant toujours sa combinaison en sueur, tenant le chèque de 5 000 €. « Gustave, à propos de notre pari. » Gustave détourna le regard. « C'était une blague, Robert. Vous ne pensiez pas que c'était sérieux, si. Et de toute façon, il n'y a pas de témoins valables. C'étaient tous vos amis. » « En fait, si, il y en a un, » dit une voix derrière eux. Les deux se retournèrent. Un homme d'une 60aine d'années, cheveux grisonnants, posture militaire, s'approchait. Robert le reconnut immédiatement. Antoine Duval, propriétaire de la plus grande écurie de course de la région, lui-même ancien pilote, une légende vivante du sport automobile français. « Monsieur Duval ?» Gustave devint blême. « Je ne savais pas que vous étiez là. J'étais dans votre garage jeudi, Gustave, quand vous avez fait le pari. » Antoine regarda Robert avec respect. « J'étais venu amener ma voiture pour une révision et j'ai tout entendu. 50 000 € si la chevette battait la Camaro. Et elle a gagné. Et de loin, je dois dire. »« Mais, balbutia Gustave, c'était juste pour rire. »« Pour rire ?» Antoine croisa les bras. « Votre père, Monsieur Beaumont Senior, est mon ami depuis 30 ans. Il sponsorise mon équipe. Comment pensez-vous qu'il va réagir quand il saura que son fils ne tient pas ses paris, qu'il manque à sa parole? La réputation de la famille Beaumont est en jeu ici. » Gustave ressemblait à un enfant qui se fait gronder. « Mais je n'ai pas 50 000 € en liquide sur moi. Alors, faites un virement. » Antoine désigna son téléphone. « Le virement instantané existe précisément pour ça. Ou vous préférez que j'appelle votre père maintenant ?» Avec des doigts tremblants, Gustave prit son téléphone. « Quel est votre IBAN ?» demanda-t-il à Robert, la voix à peine audible. Robert dicta les informations. Quelques instants plus tard, son téléphone bipa. Notification de virement. 50 000 €. Il regarda le montant incrédule. Avec les 5 000 € du prix, il avait 55 000. Plus que suffisant pour sauver Isabelle. « Maintenant, dégagez de ma vue, » dit Gustave, la voix chargée de venin. « J'espère ne plus jamais vous revoir ni votre ridicule boîte de conserve. » « En fait, » l'interrompit à nouveau Antoine, se tournant vers Robert, « Monsieur Dubois, j'ai observé votre pilotage aujourd'hui. C'était magistral. Compenser un déficit de 40-50 chevaux, juste avec la technique. Je n'avais pas vu un pilotage de ce niveau depuis des années. J'aimerais vous offrir un emploi. Consultant technique dans mon équipe. Aider à préparer les voitures. Former les jeunes pilotes. Le salaire est 4 fois supérieur à ce que gagne un mécanicien de quartier. » Robert resta sans voix. « Monsieur Duval, je ne sais pas quoi dire. Dites oui. » Antoine sourit. « Le sport automobile français a perdu un grand pilote quand vous vous êtes retiré. Au moins, nous pouvons gagner un grand mentor. Et tenez, à propos du moteur de cette chevette, mon atelier peut le reconstruire. J'ai les pièces,
l'expertise, sans frais. Considérez cela comme un cadeau pour m'avoir rappelé pourquoi j'aime la course. Ce soir-là, Robert arriva à l'hôpital Sainte-Monique, le cœur débordant. Isabelle était réveillée, lisant un livre à la lumière de la lampe de chevet. Quand elle vit son père entrer, son visage s'illumina. « Tu as couru aujourd'hui, comment ça s'est passé ?» Robert s'assit sur le lit, prit la main de sa fille. « J'ai gagné, Isabelle. J'ai gagné la course. Et j'ai vaincu ma peur. Et j'ai eu l'argent pour ton traitement. Tout l'argent dont tu as besoin. » Isabelle jeta ses bras autour du cou de son père, pleurant de soulagement et de joie. Robert la serra doucement, sentant le poids de 15 ans de peur et de douleur se dissoudre enfin. Le lendemain, lundi, Robert arriva tôt au garage. Il trouva Gustave qui attendait, seul, sans la Camaro, sans son arrogance. Le millionnaire tenait une enveloppe épaisse. « Tenez, dit-il simplement en tendant l'enveloppe. 50 000 en espèces. J'ai préféré la porter en personne aussi. » Robert prit l'enveloppe, vérifia l'argent, compta chaque billet. Quand il eut fini, il mit de côté 20 000 euros et les rendit à Gustave. « Qu'est-ce que c'est » fronça les sourcils Gustave. « Ça, dit fermement Robert, vous allez en faire don, anonymement, au service d'oncologie pédiatrique de l'hôpital Sainte-Monique. Et ce n'est pas tout. Vous ferez des dons mensuels pendant les 2 prochaines années, 100 euros par mois, en guise de pénitence. »« Pénitence » répéta Gustave incrédule. « Vous avez humilié des gens parce que vous le pouviez, parce que vous aviez de l'argent et que vous pensiez que ça vous rendait meilleur. Maintenant, vous allez utiliser cet argent pour aider des enfants qui luttent pour leur vie. Et vous le ferez sans chercher de reconnaissance, sans mettre votre nom sur des plaques. Vous le ferez parce que c'est la bonne chose à faire. » Robert croisa les bras. « Si je découvre que vous ne tenez pas votre promesse, je raconterai votre déshonneur à votre père et à M. Duval. Compris ?» Gustave hocha la tête, semblant pour la première fois sincèrement honteux. « Compris. Et encore une chose, » Robert désigna la porte. « Ne remettez plus jamais les pieds dans ce garage. Vous n'êtes pas le bienvenu ici. Trouvez un autre endroit pour faire l'entretien de votre prochaine voiture. » Gustave partit sans un mot de plus, portant un poids que l'argent ne pouvait ni acheter ni soulager. 3 mois passèrent. Isabelle avait commencé le traitement avec les médicaments importés la semaine suivant la course. La réponse fut immédiate et spectaculaire. Les médecins parlèrent de rémission, de guérison, d'avenir. Elle sortit de l'hôpital et suivait maintenant un traitement ambulatoire, rentrant chez elle tous les soirs. Robert partageait son temps entre le garage Saint-Georges la journée et l'équipe d'Antoine Duval le soir et les week-ends. L'argent était meilleur. La satisfaction de revenir dans le monde de la course était incommensurable. Il avait retrouvé sa place, non pas comme pilote, mais comme mentor, comme technicien, comme quelqu'un qui comprenait les moteurs, les pistes et l'âme de ceux qui aimèrent la vitesse. Un samedi ensoleillé de septembre, Jean-Charles et Paul demandèrent à Robert de venir au garage. Ils dirent qu'ils avaient besoin d'aide pour un service urgent, mais quand il arriva, il trouva quelque chose de complètement différent. Au milieu du garage, recouverte d'une bâche, se trouvait la forme incomparable d'une voiture. Robert regarda ses amis, confus. « On sait que tu as été triste de perdre la Chevette originale, » dit Jean-Charles en souriant. « La voiture de ton père, tous ses souvenirs. Alors nous, avec l'équipe de M. Duval, on a mis de l'argent de côté et on a fait ça. » Paul tira la bâche. En dessous, rutilante et parfaite, se trouvait une Chevette de 1989, de la même couleur vert mousse que l'original, mais entièrement restaurée. La carrosserie sans bosse, la peinture brillante, l'intérieur neuf. Et quand Robert regarda le moteur, il vit qu'ils avaient utilisé toutes les pièces, récupérables de l'ancienne voiture, combinées à des composants neufs. « Ce n'est pas exactement la même, dit M. Marc, qui était également là, mais elle a l'âme de ton père en elle. Et maintenant, elle a aussi la tienne. » Robert ne put parler. Il fit simplement le tour de la voiture, passant ses doigts sur la carrosserie froide, ouvrant la portière, s'asseyant sur le siège du conducteur. L'odeur de voiture neuve se mêlait à la sensation familière de l'espace, du volant sous ses mains. « Il y a un passager qui attend pour faire un tour, dit Jean-Charles. » Isabelle sortit du bureau, de M. Marc vêtu d'une robe jaune, les cheveux commençant à repousser, encore courts mais bien là. Réel, preuve de vie et de victoire. Elle courut vers la voiture et monta sur le siège passager. « Alors, papa ?»
On va se promener ou pas ?» Robert mit le contact. Le ronronnement grave et familier emplit le garage. Il sortit lentement, Isabelle à ses côtés, et parcourut les rues du quartier de Vèze sous le doux soleil de septembre. Ils passèrent devant son école, le parc où elle jouait, les lieux qui formaient la carte de leur vie. « Tu es heureux ?»« Papa ?» demanda Isabelle, levant et bourriffant ses cheveux courts. « Je suis complet, répondit Robert en souriant. Pour la première fois en 15 ans, je suis complet. Je t'ai, toi, j'ai mon travail, j'ai cette voiture, j'ai retrouvé mon identité. Et je vais bien, dit Isabelle en prenant la main de son père. Je vais m'en sortir. Je sais, Isabelle, je sais. Ils roulèrent jusqu'au coucher du soleil, père et fille, connectés par l'amour, la lutte et cette victoire impossible qui avait sauvé non seulement la vie d'Isabelle, mais aussi l'âme de Robert. La chevette vert mousse filait silencieusement dans les rues, emportant avec elle une histoire de rédemption, de courage retrouvé, et d'un père qui avait affronté ses plus grandes peurs pour la personne qu'il aimait le plus au monde. Et tandis que le soleil disparaissait à l'horizon de Lyon, Robert Dubois, mécanicien, ex-pilote, père, héros, se sentit enfin en paix. Le passé avait été honoré, le présent était assuré. Et l'avenir, l'avenir brillait de possibilités infinies.